Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Oui, Jérôme Laverny, on est ravis de le retrouver. Ça va, Jérôme? Bonjour. Ça va très bien. On est en forme, Très on est en forme. Il est toujours en forme, Jérôme. Les vraies voix donc de l'emploi avec notre expert, et c'est tout surtout, Jérôme Laverny, les métiers peu connus, pas connus, aussi le chantier de l'orientation scolaire et professionnelle était un grand oublié de la réforme de l'emploi. Ça, c'est une vraie question. En tout cas, les alertes se succèdent dans la presse, les discours des politiques jusqu'aux dirigeants d'entreprises alertent régulièrement sur la pénurie des candidats pour certaines expertises et plus largement sur des pans entiers de secteurs, du bâtiment à la restauration, en passant par la sécurité, la comptabilité et tout poste, bien entendu, confondu. Parallèlement, nombre d'entreprises ont bien compris que leur métier n'était pas assez identifié. On a vu fleurir des campagnes de communication à grand renfort de témoignages de collaborateurs. On ne compte plus les entreprises comme Carglass, à l'antenne même de Sud Radio. Une vaste campagne de Saint-Gobain a visé à ancrer cette marque employeur. D'anciens métiers persistent, oubliés, d'autres sont manifestement boudés par les jeunes et leurs parents. Pénurie de recrutement, grande démission, vaste mouvement de reconversion. Et s'il était enfin temps de se pencher sur le chantier capital de l'orientation scolaire et professionnelle. Et ben voilà, et au sommaire de cette émission, première partie, les métiers séculaires avec une chapelière par exemple, un tailleur de pierre ou un serrurier métallier. En seconde partie, on fera un point avec quelques entreprises qui offrent de formidables parcours professionnels de mécaniciens poids lourds, de conseillers automobiles après-vente ou de couvreurs. Et puis, puisqu'il faut parler d'avenir, les pistes à explorer, celles de l'accompagnement des agences d'intérim, des cabinets de recrutement, des jeunes demandeurs d'emploi. Et du concret pour la dernière partie, une jeune femme, après des études d'histoire de l'art, s'est orientée vers le métier séculaire d'ébéniste. Et on vous souhaite la bienvenue dans les VV de l'emploi. Avec nos invités aujourd'hui, ils sont autour de nous avec Virginie de Pierrepont. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Enfin, même bonsoir. Vous êtes présidente de la GNFA, le Groupement National pour la Formation Automobile. Avec nous aussi Yves le Petit Corps, pardon. Bonjour, bienvenue. Vous êtes DRH du groupe Forestier et premier groupe français de véhicules réfrigérés. Et là, vous êtes en plateau et nous avons aussi à l'antenne aussi des amis qui vont venir nous rejoindre. Bonsoir Katia, vous êtes modiste chapelière après avoir été de nombreuses années enseignante. Tout à fait. Bonsoir, vous. Et bonsoir Maël et Sylvain, respectivement serrurier, métallier et tailleur de pierre, et conjointement prévôt des compagnons du devoir. Bienvenue à tous dans un instant. Juste avant, on va revenir sur l'actualité avec vous, Jérôme Laverny, sur ce mot de valeur travail qui aujourd'hui, tout le monde en a parlé. On dit que c'est une valeur de gauche, une valeur de droite. Est-ce qu'on peut politiser ce terme? Oui, et c'est vrai que les déclarations de la semaine dernière de Sandrine Rousseau m'ont fait tomber le peu de cheveux qui me restent sur le crâne, et c'est bien regrettable parce qu'il m'en reste bien peu. Alors bien sûr, je n'irai pas jusqu'à évoquer les références puisqu'on parle de quelqu'un qui est universitaire, mythologique. N'allons pas embêter Prométhée, n'allons pas embêter non plus des références historiques, Victor Hugo et dans Les Misérables. Cantonnons-nous à quelque chose de complètement trivial. Je voudrais simplement pour dire combien ce propos est stupide, aller ranger à droite ou à gauche ou au centre ou je ne sais où une valeur travail sur laquelle on reviendra parce que le sujet est trop passionnant, mais simplement me cantonner à quelque chose de bien plus trivial, la philosophie de la confiture de mûre. Oui, quand on offre à quelqu'un qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup, une confiture de mûre, on peut se cantonner à aller dans un magasin, on peut même le commander sur Internet pour ne pas se fatiguer, puisqu'on a un droit à la paresse, c'est vrai, et puis comme ça, l'offrir toute faite. On peut même trouver des confitures de mûre sans pépins. Et puis on peut aussi arpenter les chemins, faire quelques kilomètres, se pincer les doigts dans les mûres, se les repincer en le faisant cuire les dites mûres et les offrir. Moi, j'aurais tendance à considérer qu'il y a là quelque chose de bien moins aristocratique que le droit à la paresse allié à cette histoire de valeur travail, et ça fait plaisir de pouvoir, et Dieu sait combien il y a avec le travail quelque chose d'énormément gratifiant, de faire plaisir, et c'est pour ça que dans le micro, c'est pour ça que tous les deux vous voilà, une confiture de mûre, c'est l'illustration par l'exemple, c'est ça, vivre la philosophie, penser sa vie et vivre sa pensée, c'est ce que préconise André Comte-Sponville. Pour en venir à nos métiers boudés, disparus, peu connus, je fais référence à un ouvrage, citons les titres, on parle de philosophes, Lufiri, Nicolas Bouzou, Sagesse et folie du monde qui vient, où il était question, Luc Ferry les évoque, un certain nombre de métiers qui ont disparu. C'est pas tout à fait ceux qu'on va évoquer aujourd'hui, puisqu'on a parlé de métiers séculaires. Philippe, savez-vous ce que c'est un homussier?
un fabricant de manteaux de fourrure. Cécile, un quart d'heure. Un quart d'heure. Quelqu'un C'est la moitié de la demi-heure. Qui démêlait les fils de laine ou encore un panneautrier. C'est quelqu'un qui fabriquait des chapelets. Bref, la France est riche de ces métiers. On va en évoquer quelques-uns. Ils perdurent pour certains. Ils disparaissent un peu plus pour d'autres. Ils sont porteurs de très nombreux recrutements pour certains que l'on va évoquer dans les entreprises. Et c'est pour ça que c'est important. Mais il ne faut pas simplement se cantonner à un bref passage dans le passé, comme je viens de le faire de façon un petit peu grotesque avec mon histoire de confiture de mûre. Il faut se projeter dans l'avenir pour évoquer ce thème si souvent oublié, effectivement, de l'orientation professionnelle. Eh bien, on va parler justement de ces métiers des entreprises qui ont peut-être du mal à recruter. On va commencer par vous, Virginie Pierrepont. Vous êtes groupement national pour la formation automobile. Il y a des métiers dont on parle peu. Quand on n'est pas dans le milieu de l'automobile, et même quand on est dans le milieu de l'automobile, il y a plein de métiers d'expertise finalement qui n'émergent pas. Et pourquoi ça n'émerge pas? C'est quoi le problème? Bien près du micro. Oui, alors l'automobile, c'est quand même un secteur particulier. On vit depuis de nombreuses années le car bashing, le Dieselgate. Oui. Donc on se rend compte entre autres, et on se rend compte qu'en fait les jeunes qui étaient très attirés par l'automobile commencent à s'en détacher. Et pourtant, dans l'automobile, dans la distribution automobile, on continue à recruter. On continue à recruter des vendeurs automobiles, mais le vendeur automobile d'hier n'est pas le vendeur automobile de demain qui va devoir argumenter, vendre un véhicule électrique ou un véhicule hybride. Nous recherchons aussi des conseillers clients après-vente. Ce sont les personnes qui vous accueillent lorsque vous avez une panne, lorsque vous réalisez l'entretien de votre véhicule. Ça, c'est vraiment du service. Hein. On est vraiment ça, c'est du service. Ouais. Et le commercial, le vendeur auto, il est aussi dans le service, il est aussi dans le conseil, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, Cécile, aujourd'hui, si vous avez un véhicule à changer, vous achetez quoi? Aujourd'hui, bon nombre de clients ne savent plus ce qu'il faut faire. Absolument. Est-ce que j'achète un véhicule électrique? Est-ce que j'achète un véhicule hybride? Est-ce que j'ai encore le droit d'acheter un véhicule diesel? Est-ce que je comprends bien ce que veut dire hybride? Déjà. Oui. Entre le 48 volts, le rechargeable, ceci, le cela, c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on sait à peu près combien le secteur de l'automobile, qui est très 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 large, combien de métiers? Est-ce que c'est quoi, une centaine de métiers peut-être? Oui, est-ce qu'on va... c'est ça. Oui, je pense qu'on n'est pas loin de ça. On a pas loin d'une centaine aussi de certifications, de diplômes, donc de formations. Les gros volumes aujourd'hui sont formés dans des centres de formation pour apprentis, donc c'est bien sûr les mécaniciens, les carrossiers. Aujourd'hui, il n'y a plus de carrossiers auto. Que votre véhicule il soit électrique, hybride, diesel, il faut une carrosserie. Voilà, quel que soit le matériau. Quelle que soit la technologie. Voilà, Yves Le Petit Corps, vous êtes DRH au groupe Petit Forestier. Là, on est sur une typologie d'expertise différente. On cherche quoi? On cherche des gens qui savent gérer le froid, des conducteurs. Alors effectivement, le groupe Petit Forestier... Frigoriste serait très dur à trouver, il paraît en ce moment. Absolument. Et c'est en fait le cœur de métier de l'entreprise. On est spécialisé dans le transport frigorifique. La particularité, c'est que nous avons des milliers de véhicules, 65 000 véhicules sur toutes les routes, mais nous ne cherchons pas de chauffeurs. Et en fait, l'image qu'on peut donner de cette entreprise ou qu'on peut avoir dans le grand public, c'est vous cherchez des chauffeurs. Non, nous cherchons des mécaniciens et des frigoristes. C'est vraiment des métiers techniques bien précis. Frigoriste, c'est quoi exactement en 30 secondes? Alors, en fait, c'est celui qui va gérer tout le système de froid embarqué sur un véhicule. On a un châssis et on met une caisse. Et sur cette caisse, on va installer tout le système frigorifique. Et le frigoriste va s'assurer que le système frigorifique fonctionne bien pour pouvoir assurer le transport, la conservation de vos marchandises. Eh bien, il faudra me l'envoyer, j'ai un problème de congélateur chez moi. Restez avec nous, on revient dans un instant, c'est les vraies voix de l'emploi, bien sûr. C'est un peu plus gros le compresseur qu'il y a dans le 38 tonnes. Hein. Avec Jérôme Laverny et tous nos invités, vous allez découvrir des métiers qu'on aime beaucoup, ou en tout cas entendre parler des métiers dont on n'entend pas parler, ce qui est un peu dommage parce que ce sont de très belles expertises. C'est les VV de l'emploi, c'est jusqu'à 20h, à tout de suite. Les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Merci beaucoup Jérôme de nous rappeler quand même qu'il y a des métiers aujourd'hui dont on entend assez peu parler et c'est bien dommage. Et ils sont avec nous à l'antenne en direct sur Sud Radio. Katia, rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Maëlle et Sylvain, rebonsoir. On va démarrer par Katia. Katia, vous êtes modiste chapelière après avoir été enseignante pendant de nombreuses années. Pourquoi ce changement et pourquoi vers cette activité qui est, même certains pensent que ça n'existait plus, si ça existe. Tout à fait.
Écoutez, moi j'ai enseigné, comme vous le disiez, environ une dizaine d'années. J'ai enseigné donc justement en CAP, en BEP, en Bac Pro, en BTS et en licence. Et j'enseignais donc les métiers de la vente, puisque j'étais professeure en sciences et techniques de l'économie. J'enseignais également l'éco-droit, la gestion et puis d'autres matières. Alors en fait, j'ai toujours été passionnée de mode et il est vrai que quand j'étais plus jeune, au moment de l'orientation, là ça a été le gros dilemme parce que donc je souhaitais m'orienter justement vers les métiers de la mode. Cependant, donc je n'étais pas la seule à faire ce choix. Donc mes parents m'ont conseillé de m'orienter davantage vers des métiers plus valorisés, traditionnels à l'époque, en tout cas plus valorisés à l'époque. Alors justement, Maëlle, vous êtes serrurier métallier. Alors aujourd'hui, pour le commun des mortels, la serrurerie, c'est des serrureries industrielles qu'on vend dans les grandes surfaces de bricolage ou qu'on installe sur les chantiers. Comment est-ce qu'on devient serrurier métallier et quel type de serrure fabriquez-vous ? Alors, du coup, je vais répondre avec une description plus simple de mon métier, parce que le serrurier ne fabrique pas particulièrement de serrure aujourd'hui. C'est un métier qui est affilié au bâtiment, on travaille du métal dans le bâtiment. Donc, ça peut être des réalisations en menuiserie métallique, des escaliers, de la charpente métallique, de l'ameublement. En fait, c'est tout ce qui touche à des travaux métalliques pour le bâtiment. Ça veut dire que c'est spécifique, c'est quoi? C'est du sur-mesure? C'est souvent du sur-mesure. On répond à des commandes de clients particuliers sur mesure et ça peut être standardisé, répondre à des commandes sur des appels d'offres qui sont industriels. Et c'est pareil, le cheminement, pardon de vous avoir coupé, le cheminement justement pour arriver à ce métier, c'est quoi? Est-ce que c'est ça qui est intéressant? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est finalement un hasard qui fait que vous êtes heureux dans cette profession aujourd'hui? C'est un choix et un hasard, parce que moi je sors d'un parcours général, j'ai fait un bac général en filière économique et sociale. Ah oui. Après j'étais à l'INALCO, j'ai fait une licence de chinois à Paris, au Langzhou, ouais. Et suite à ça, j'ai bifurqué parce que je voulais avoir un autre langage, communiquer avec mes mains. Et du coup, chez les Compagnons du Devoir, en plus des valeurs qui sont associées au métier, qui m'ont tout de suite touché. Et quand on m'a proposé de partir sur le Tour de France, j'ai été séduit très rapidement et je me suis très vite rendu compte que oui, je lui trouvais un bonheur, j'étais heureux dans ce parcours-là. Et puis j'ai pu me spécialiser après sur la ferronnerie d'art. Donc j'ai bien trouvé mon compte. Sylvain, vous êtes tailleur de pierre. Vous faites pas ce que fait Obélix quand il taille des menhirs dans les aventures d'Astérix. Expliquez-nous ce que fait un tailleur de pierre. Non, ouais, Obélix, c'est un petit peu archaïque. Comme Philippe David. Le métier a vraiment évolué. Maintenant, on va avoir de l'outillage électroportatif, disqueuse. On a même des machines numériques. On va faire de la programmation. Et moi, j'associe le tailleur de pierre surtout à la filière pierre. Ouais. Simplement parce que dans la filière pierre, on va avoir les métiers en carrière, donc l'extraction, l'usinage après en carrière. On peut avoir des marbriers, on peut avoir des tailleurs de pierre qui vont simplement être sur le chantier. Donc, c'est très, très varié comme métier. Alors, Sylvain et Maëlle ne sont pas simplement que tailleurs de pierre, et c'est déjà énorme, puisque au passage, ils ont quand même dit qu'ils étaient heureux. Et c'est quand même tout le but de la manœuvre. Ils ne sont pas donc que tailleurs de pierre et serruriers métalliers, ils sont aussi prévôts des Compagnons du Devoir. Or, prévôt des Compagnons du Devoir, ça veut dire qu'ils dirigent un CFA. Ce qui suppose, logiquement, lorsqu'on recrute un directeur de CFA, un niveau Bac+5. Il faudra donc qu'on parle un jour de cette réconciliation qu'il conviendra d'opérer entre des métiers manuels, dits manuels, et d'autres qu'on serait amené à considérer intellectuels. Autre petite chose aussi, donc on paye aujourd'hui l'addition, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle d'orientation. On paye l'addition de décennies où on s'est borné à orienter un jeune vers des métiers professionnels dès lors qu'il avait de mauvais résultats scolaires. C'est vrai. On paye l'addition de cette litanie de passe ton bac d'abord. On paye l'addition de ce mépris sur les métiers manuels qui a valu que lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il fait des études, on ne dit pas qu'il fait un CAP, on dit qu'il fait des études post-bac. On paye ces années de mépris de gouvernements qui ont conçu des contrats aidés pour soutenir des jeunes éloignés de l'emploi, en considérant qu'un jeune qui était titulaire d'un CAP, il était éloigné de l'emploi, alors qu'on a
là 3 parcours de gens qui bizarrement sont heureux en ayant renoncé à leur droit à la paresse, confère notre universitaire chéri, et qui n'ont pas logé la valeur travail là où on sait. Eh ben dis donc, les parents viennent de prendre cher là. Avec nous, Sylvain, c'est pareil, votre parcours jusqu'au moment où on est tailleur de pierre, c'est quoi? C'est une rencontre avec les compagnons du devoir? C'est une réorientation, ou c'est à la base ce que vous vouliez faire? Moi, c'est une chance. Hein. C'est mon frère qui a rencontré les compagnons du devoir, qui a fait ce parcours, et du coup, la voie était un peu tout indiquée pour moi, quoi. Est-ce que on dit souvent que ce sont des métiers pérennes d'avenir, même si on les connaît un peu moins que les autres, parce qu'il y a toujours du travail. C'est un travail d'artisanat et parfois et souvent d'artisanat d'art, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Maël. Moi, je pense que c'est un métier périn, déjà, ne serait-ce qu'en France. Hein, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin pour chercher du monument historique. Hein. Surtout à Paris, par exemple, là, on baigne là-dedans. Donc, il y a du boulot partout. Exemple à Notre-Dame, c'est l'exemple tout bête en ce moment. Hein. Mais c'est très parlant. J'ai une petite question pour Virginie et Yves, donc respectivement président du GNFA et DRH de Petit Forestier. Est-ce que vous recrutez Katia, Sylvain et Maël comme futurs mécaniciens poids lourds ou futurs, à raison d'une formation, conseillers service après-vente? Oui, bien sûr. Car en réalité, le diplôme le plus demandé aujourd'hui, c'est très nouveau. Universellement, tout secteur confondu, c'est le diplôme de savoir-être. Si on veut revêtir le cache-sexe de cette expression française, on peut dire titulaire de master en soft skills. Oui. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle ce diplôme-là, il permet des passerelles assez surprenantes, comme celle de Katia, merveilleux, de Sylvain et de Maël. Et ça doit conditionner notre troisième chapitre. Je voudrais poser une question à Katia, parce que chapelier, dans les petites villes de province, il y en a de moins en moins. Quand vous êtes lancée comme chapelière, quel tissu de clientèle avez-vous cherché? Philippe et Jérôme. Et Philippe et Jérôme aussi. C'est vrai, parce qu'auparavant, en fait, on comptait au moins un chapelier et une modiste dans chaque ville de province. Oui. Et donc, avec le temps, donc ça c'est jusqu'aux années 50, et avec le temps, donc il y en a eu de moins en moins, malheureusement, et le métier tendait à disparaître. Et puis, aux alentours des années 2000, on a assisté donc à un regain d'intérêt pour ce métier. Et j'étais moi-même passionnée, justement, même en étant professeure par ce métier, parce que je trouvais ça extraordinaire de pouvoir créer ainsi de ses mains. Et donc du coup, quand j'ai décidé moi-même de monter mon entreprise et de me lancer en tant que modiste chapelière, je savais tout de suite que je souhaitais ouvrir mon propre atelier et avoir donc être indépendante. Et donc du coup, je me suis donc de suite lancée vers le chapeau, mais le chapeau grand public, pour justement le chapeau que tout le monde pouvait porter. Mon objectif étant justement... Comment ? Et votre site ? Mon site, c'est Katouchti. Katouchti. Comment ça s'écrit ? Katoushti. Parfait. Et donc, c'est les chapeaux pour monsieur, madame, tout le monde. Exactement, parce que justement, je trouvais que ça se perdait énormément. Et donc, je me suis dit, moi, je vais dépoussiérer un petit peu, à mon échelle, bien sûr, le monde de la chapellerie, et puis je vais arriver avec des chapeaux déjà assez faciles à porter au quotidien, et puis qui gardent, en gardant toujours ce savoir-faire propre à la chapellerie française. Eh ben, merci beaucoup Katia, merci Maël, merci Sylvain. Normalement, quand on n'a pas de cheveux, on met des chapeaux. Je vous en ai déjà vendu deux dans le studio. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, et vous savez comme on aime les compagnons du devoir, et vous savez comme on aime ces métiers d'artistes, parce que c'est quand même, ce sont des artistes quand même, il faut le dire. On revient dans un instant avec la suite de nos invités, et nous sommes ensemble pour les vraies voix de l'emploi, et c'est jusqu'à 20h. Alors si vous cherchez un emploi, ne le cherchez pas forcément dans ce que vous savez faire. Vous savez qu'il y a des pléthores de métiers qu'on ne connaît pas. Il faut aller découvrir, il faut aller fouiner, il faut aller rencontrer des gens, il faut aller voir des entreprises. Il faut aller voir des gens comme Jérôme Laverny qui connaissent tout, qui fouinent, qui regardent, qui mettent... Et qui fait même des confitures. Absolument, qui fait des confitures ratées. Mais bon, c'est comme ça. Et avec nous, pour en parler, Yves Le Petit Corps est avec nous, DRH Groupe Le Forestier. Vous avez vu ces camions frigorifiques que vous avez vus sur l'autoroute, vous ne pouvez pas le louper, il y en a 65 000 en France. Virginie
Virginie de Pierrepont est avec nous, présidente de je l'ai mal dit, du GNFA. Du GNFA, voilà, le groupement national pour la formation automobile. Et puis deux petits nouveaux. Audrey Gosselin est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes responsable d'agence Synergie. Et Pierre Badevant, bonsoir. 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 Et vous êtes, vous, de l'UTB, qui est une grande entreprise de bâtiment. C'est ça? Je ne me suis pas trompée? Union technique du bâtiment. Voilà, c'est ça. Virginie Pierrepont, on parlait des métiers de l'automobile. Il y aurait intérêt à un moment donné de faire un croisement entre des demandeurs d'emploi, de venir voir les métiers, de venir en immersion, d'essayer de comprendre, de voir, de se dire tiens, c'est effectivement ça peut être intéressant. Fille ou garçon, parce qu'on a l'impression que l'automobile c'est très féminin, c'est très masculin. Très masculin. C'est une fille qui a été pilote automobile qui vous dit ça, mais mais ça se féminise. Oui, ça se féminise de plus en plus et c'est tant mieux. Ça se féminise y compris dans les métiers techniques. Maintenant, tous les métiers de commerce, que sont le vendeur automobile ou le conseiller client après-vente, sont déjà des métiers de plus en plus féminisés. Quel client aujourd'hui ne serait pas ravi d'être conseillé sur son choix de véhicule par une femme, accueilli par une femme en réception après-vente lorsqu'il a une panne, une problématique sur son véhicule, qui mieux qu'une femme pour vulgariser la problématique et l'aider à passer un cap qui est toujours difficile. C'est jamais un plaisir quand sa voiture est en panne. On sait que ça va nous compliquer l'existence dans les jours qui suivent. Donc oui, les métiers se féminisent et la reconversion est aujourd'hui quelque chose qui devient prégnant pour les entreprises. Les jeunes, on a eu une petite désaffection de l'automobile parce qu'aujourd'hui les jeunes sont comme leurs parents qui sont clients. On ne sait plus. On est sur d'autres mobilités. Voilà, on est sur d'autres mobilités. On a tendance à dire que l'automobile de toute manière c'est pas propre par principe. Donc les jeunes réfléchissent autrement. En revanche, on a des gens qui souhaitent se reconvertir et qui ont envie de venir vers des métiers manuels comme la carrosserie, dont je parlais, vers des métiers de commerce, parce qu'ils ont peut-être été dans l'hôtellerie-restauration et que le service client, ils connaissent. Donc le service client d'après-vente automobile, c'est parfaitement à leur niveau. Et c'est très important de le dire ce soir, car en réalité, il y a beaucoup de jeunes qui, par manque d'imagination, c'est pas leur faute, et de leurs parents également, s'orientent vers des filières très très connues comme le BTS NDRC. Les jeunes comprendront, je rentre pas dans le détail. En ayant la négociation, dommage que vous me posiez parce que j'ai oublié l'acronyme. Alors négociation commerciale, c'est ça. Oui, c'est ça, négociation commerciale pour faire bref. Mais voilà, en ayant la difficulté de retrouver une entreprise, en ignorant au passage qu'en réalité la formation impartie par le GNFA, mise en place par Virginie de Pierrepont, eh bien peut offrir un tiercé gagnant de la formation, du diplôme, de l'entreprise pendant la formation et d'un recrutement derrière. C'est pour ça qu'il est question d'orientation aujourd'hui. Je me permets aussi juste un petit truc avant peut-être de céder la parole à Pierre Badevant. J'ai rencontré un jour, moi, une douzaine de chaudronniers auxquels j'ai voulu poser la question individuellement du pourquoi, du comment ils étaient là. Chacun d'entre eux avait été orienté par quelqu'un de leur entourage familial ou amical. C'est donc bien qu'il est question de bouche à oreille. Ça tombe bien puisque depuis 2-3 émissions, il était question avec les vraies voix de l'emploi d'être un grand bouche à oreille. Absolument. Pierre Badevant, le bâtiment, l'automobile, on dit d'habitude en économie, quand le bâtiment va ou quand l'automobile va, tout va. C'est un milieu également très masculin, le bâtiment. Est-ce que vous avez les mêmes problématiques que Virginie de Pierrepont? Oui, tout à fait. Je reviendrai sur ce qui a pu être dit depuis le début de l'émission, sur les profils de candidats qu'on peut avoir, nous, en apprentissage. Si on a 10% de notre effectif qui est en apprentissage, c'est extrêmement important. Et quand on reçoit les candidats, ils nous disent pourquoi on leur demande pourquoi vous orientez vers le bâtiment. Ils nous disent j'ai de la famille dans le métier ou je suis en difficulté à l'école, au lycée, au collège, et donc on m'a orienté vers ces formations-là. Alors pourquoi pas, mais pour autant, je pense que l'apprentissage et nos métiers, les métiers du bâtiment, ne sont pas réservés à ces jeunes en difficulté, ou c'est pas non plus une filière par défaut. Je pense que c'est une filière ouverte à tous les profils, en réussite ou non dans la filière générale, aux femmes comme aux hommes, et qui permettent à chacun des perspectives de carrière. Voilà, tout ça pour tous les profils. Notamment nous, nos métiers sur lesquels on recrute, c'est le métier de couvreur. Nos couvreurs, ils interviennent aussi bien sur tous les pavillons, tous les bâtiments, jusqu'aux monuments parisiens. Et c'est un métier avec beaucoup de perspectives et beaucoup d'emplois dans toute la France. Avant de poser la question à Audrey Gosselin, avec vous, Yves Le Petit Corps, en fait, vous avez mené des actions pour recruter. Vous avez mis en place pas mal de trucs. Alors, on a beaucoup et on continue à recruter par l'alternance. C'est une voie qui est magnifique pour l'emploi des jeunes et on garantit à tous nos jeunes qui passent par l'alternance un emploi derrière en CDI. C'est le premier point.
Le deuxième point, on accompagne régulièrement des jeunes ou des moins jeunes en reconversion professionnelle. Quand vous dites jeunes et moins jeunes, soyons clairs. Jusqu'à 28 ans ou plus de 28 ans. D'accord, c'est important de le dire. Voilà. Donc on est jeune jusqu'à 28 ans. Oui. On est encore. Non, moins jeune. Je me permettrai de le dire, un peu plus. Mais tous ces jeunes, en fait, tous ces moins jeunes, en l'occurrence en reconversion, on met en place des programmes de formation qui vont leur donner une qualification et un métier derrière. Et les métiers ont changé. Je vais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Les métiers se transforment. Et donc, pour des mécaniciens, on peut recruter des mécaniciennes. Pour des frigoristes, on peut recruter des jeunes filles frigoristes. Et on accélère justement cet accueil des jeunes filles parce que le métier s'est transformé, parce que les outils sont transformés, les conditions de travail évoluent, et puis parce que le métier de mécanicien n'est plus, ne sera plus celui qui existait avant. Aujourd'hui, on va utiliser des technologies nouvelles, la digitalisation se fait sur le métier de mécanicien, et on va pouvoir analyser en amont les pannes qui vont se produire, intervenir, prévenir le client. On a une relation de service au client qui est beaucoup plus renforcée, et ce qui permet de donner un sens différent au niveau du métier. C'est plus uniquement je prends ma clé de 12 pour démonter quelque chose. Juste une toute petite question. Est-ce que dans ces métiers, il faut aller plus à 360, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'est pas que simple mécanicien, on a aussi un service avec le client, la façon de parler au client, et on a envie de parler à la personne qui répare. Mais absolument. Mais aujourd'hui, la relation privilégiée du fournisseur et du client nous permet d'avoir ce contact entre le mécanicien et son client. Lorsqu'il fait un tour de parc du client, il va lui donner un certain nombre de conseils, et ce contact, ce service, c'est pas que de la mécanique. Audrey Gosselin, vous qui êtes responsable d'agence chez Synergie, est-ce que l'intérim, c'est pas une bonne méthode, une bonne manière pour mettre le pied à l'étrier dans l'automobile, le frigoriste, le bâtiment et tutti quanti? Alors oui, du coup, effectivement, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes depuis tout à l'heure. Je vais rebondir aussi parce que Jérôme l'a dit. T'imagines, je me suis ennuyée depuis 3 quarts d'heure, là, c'est terrible. Non, c'est vrai que Jérôme Laverny disait tout à l'heure qu'effectivement, quand on est à l'école, on ne nous parle pas forcément de tous ces métiers-là. Et d'ailleurs, quand on demande à un enfant ce qu'il veut faire plus tard, il va nous sortir tout un tas de métiers, sauf effectivement les métiers aujourd'hui qui sont en extrême tension et pour lesquels en fait on n'arrive pas à recruter. On est effectivement là sur des métiers qui sont, pardonnez-moi l'expression, qui sont pas forcément très sexy aux yeux du grand public. Et donc nous, notre rôle un petit peu aussi au quotidien pour répondre à la forte demande de nos clients, ça va être effectivement de pouvoir un petit peu partager les expériences. Et pour les candidats qu'on va rencontrer, qui peuvent être soit en reconversion professionnelle ou soit qui n'ont pas forcément de qualification, parce qu'on en a quand même aussi beaucoup, c'est de leur dire voilà, aujourd'hui il y a des solutions, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous aimeriez faire, et là derrière on va proposer, vous l'avez dit tout à l'heure, des formations, de l'apprentissage. On va se rapprocher aussi de nos clients qui sont aujourd'hui quand même plutôt ouverts à recruter un savoir-être et non des compétences, parce qu'à partir du moment où on a envie, du coup on arrive quand même à faire de belles choses. Donc oui, l'intérim c'est un vrai levier. Et nous, du coup, on est vraiment sur des relations triparties avec les candidats et les clients pour pouvoir répondre à ces demandes de métiers qui sont très pénibles. Ça veut dire que ça peut vous arriver régulièrement de dire j'ai envoyé un intérimaire dans une entreprise que l'entreprise a gardé finalement. C'est assez courant finalement aujourd'hui. Oui, complètement. Et puis du coup, on va aussi proposer, dire voilà, aujourd'hui, sur les compétences que vous voulez, aujourd'hui, on les a pas forcément sur le marché. Donc nous, voilà, on va proposer des formations avec nos partenaires sur des contrats d'apprentissage. Et là, pour le coup, effectivement, derrière, c'est des personnes qui arrivées au bout du système, en fait, se font embaucher chez nos clients. On a quand même de belles réussites, notamment dans le bâtiment. Où du coup c'est un bon créneau. Après on arrive quand même à trouver des candidats, des chaudronniers, des mécaniciens, des couvreurs. On arrive à les trouver. On a quand même un vivier candidat aujourd'hui qui est quand même conséquent chez Synergie, et en pré-recrutant en fait de façon constante, on arrive à avoir des candidats intéressants tout de suite qu'on va pousser chez nos clients. Oui, on en revient dans un instant. Le meilleur exemple, c'est
Philippe David, il vendait du luminaire avant. Oui, hein, c'est dans l'éclairage public, absolument. Voilà. Je suis devenu journaliste radio à 50 ans. Et bravo, voilà comment on termine. J'étais directeur commercial. Passe ton bac, tu sais quoi d'abord. Allez, on revient dans un instant. Je l'ai eu il y a fort longtemps, au siècle dernier. Les VV, c'est jusqu'à 20h. Désormais lumineux. Oui. Si c'est pour dire ça, c'est pas la peine. Allez, on revient dans un instant, à tout de suite. Retour des vraies voix de l'emploi avec le grand ordonnateur des élégances. Ah bah c'est Grand Manitou. Mais non, Grand Manitou, Jérôme Lavergne. C'est le général. Et nous, on est rien à côté. Enfin, on connaît rien, nous. Et on nos pose des invités questions. du soir, on va les représenter. Yves Le Petit Corps, DRH du groupe Petit Forestier. Virginie de Pierrepont, présidente du GNFA, le groupement national de la formation automobile. Pierre Badevant, responsable ressources humaines de UTB, c'est le bâtiment. Et Audrey Gosselin, responsable d'agence chez Synergie Intérim. Alors pour revenir sur ce qui a été dit avant la pause, et notamment par Audrey Gosselin, c'est vrai qu'il est temps peut-être que les pouvoirs publics et associatifs aussi, je les joins bien volontiers dedans, par humilité, jettent un coup d'œil sur l'efficacité et la rapidité que les entreprises posent dans les acteurs de l'emploi que sont les agences d'intérim et les cabinets de recrutement. C'est pas parce que ces gens-là sont du privé qu'ils gagnent des sous, qu'ils sont des méchants. Non, la rapidité et l'efficacité, c'est peut-être celle avec laquelle désormais, et l'inventivité, il va falloir que on rebâtisse, on fasse une véritable révolution de l'orientation scolaire et professionnelle, non pas tant seulement pour être des caisses enregistreuses de projets professionnels, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu aimes? Sauf qu'on ne fait pas toujours ce que l'on aime dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut, et pour vouloir et aimer quelque chose, faut-il encore le connaître. Il faut qu'on ait donc la possibilité d'ouvrir le champ de l'imagination à nos jeunes et à nos parents. C'est un véritable travail, c'est un véritable chantier, c'est passionnant, et c'est les vraies voies de l'emploi. Il se drogue pas, il est comme ça dans la vraie vie. Pierre Badevant, vous qui êtes dans cette grande entreprise de bâtiment, quand on a des problèmes de recrutement, est-ce qu'on ne se remet pas en question en disant est-ce que c'est nous, est-ce que c'est est-ce qu'il faut qu'on s'adapte, est-ce que il faut que l'entreprise soit plus attrayante, est-ce qu'on vend bien nos métiers, est-ce que il y a un travail de fond à refaire peut-être aussi. Tout à fait, oui, un travail de communication, c'est le travail qu'on essaie de mener avec nos fédérations de métiers. C'est parce que c'est pas une seule entreprise qui va réussir à travailler ça. C'est communiquer. Nous, on se rapproche des lycées de nos territoires, des missions locales également, pour présenter nos métiers, aller chercher de nouveaux profils, mieux les vendre, faire comprendre que le métier a aussi évolué. Ce n'est plus le métier d'il y a 100 ans. Les conditions de travail se sont quand même améliorées. Et ça reste un beau métier avec des perspectives d'évolution. Et je vous coupe, est-ce qu'on dans une entreprise, souvent on rentre, on est dans un tunnel et on fait le même métier toute sa vie. Est-ce que chez vous, maintenant, ou dans les entreprises, je vois que Yves Le Petit Corps me fait non de la tête, mais est-ce qu'on peut faire des bascules? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est fondamental. C'est bien sûr. Évidemment, on peut faire des évolutions. On peut entrer comme couvreur, évoluer à un poste de chef d'équipe, prendre des responsabilités. On devient chef de chantier, conducteur de travaux. Pourquoi pas chargé d'affaires, responsable de service. Là, vous nous faites rêver, très bien. Ce que vous avez dit, Cécile, est fondamental. Oui, et souvent, là aussi, ça doit redéfinir. Toujours. Enfin bon, on peut gérer quand même. Mais alors, ça doit redéfinir l'orientation parce que, effectivement, il faut que le jeune et les parents n'aient pas la sensation que être serveur pendant 2 ans, c'est signer avec son sang et pour le restant de sa vie. J'ai une petite question pour nos 3 invités. Virginie de Pierrepont, est-ce que vos enfants, s'ils souhaitaient être conseillers après-vente, ils ont 4. Si vous aviez un fils ou une fille qui souhaitait être conseiller après-vente, vous accepterez bien volontiers. Yves Le Petit Corps, un fils qui souhaiterait être mécanicien poids lourd, est-ce que vous y allez? Et de la même façon, Pierre Badevant, si votre fils ou votre fille souhaitait être couvreur, vous applaudissez dès demain. Et ça marche pour Audrey Gosselin aussi. Oui, ou chargé de recrutement, tout à fait. Alors, je vais me permettre juste de répondre très rapidement. La réponse est oui. Et j'ai dit à mes enfants, j'en ai 4, vous ferez le métier que vous avez envie de faire. Moi, mon rôle, c'est de vous accompagner pour le réaliser. Et vous changerez quand vous voudrez. Et ils font tous des métiers qu'ils ont choisis. Mais mécanicien poids lourd, c'est bon pour vous si vous avez un des 4 Aucun problème. D'accord. Levez la main droite et dit je le jure. Je le jure. Ouais, c'est bien. Juste vérifier quelles sont les motivations qui les emmènent vers ce métier-là. Parfait, bien sûr. Bien entendu. Voilà. C'est ça. Quel que soit le métier. Mais on en débattait tout à l'heure avant l'émission. Il y a une responsabilité des parents d'avoir pendant des années rejeté l'alternance, l'apprentissage, d'avoir considéré que c'était une voie de garage. Les mentalités commencent à évoluer, mais il faut qu'elles évoluent, y compris pour nos propres enfants et pas pour ceux du voisin à qui on va dire t'as raison.
c'est bien que ton fils aille faire un métier manuel, mais se dire, si mon fils, ma fille fait un métier manuel, bah oui, c'est super, c'est riche, et il a autant de possibilités d'évolution qu'en faisant des grandes études. Mais c'est étonnant parce qu'on tout à l'heure on avait le tailleur de pierre, enfin ces jeunes gens qui parlaient de Notre-Dame. On avait parlé dans une émission précédente quand Notre-Dame a brûlé. Finalement, on a vu émerger des métiers qu'on avait oubliés et ça a créé peut-être des émulations en disant bah oui, on savait pas que ça existait. Bien sûr, ça a créé ça. Et il faudrait peut-être, alors pas d'événements tels que ça, c'est se dire non mais non, c'est pas le but, c'est de dire qu'à un moment donné, en mettant en lumière certains métiers, forcément ça. Et j'espère que cette émission Pierre Badevant n'a pas signé avec son sang, il n'a pas juré pour l'instant. Alors oui, je confirme également, encore une fois, s'il s'épanouit dans ce métier, c'est le plus important. Et je sais que le métier de couvreur, c'est un très beau métier, passionnant, dans lequel on peut s'épanouir. Nos couvreurs sont parfois des passionnés d'histoire. Hein, quand on intervient, nous, sur le Grand Palais, les châteaux de Chambord, de Villers-Cotterêts, les hospices de Vaulnes, château d'Auville-Comte, c'est absolument passionnant. Et quand ils parlent de leur métier, on les écoute et on apprécie. Mais vous communiquez là-dessus, pardon, Jérôme, vous communiquez là-dessus dans vos campagnes de recrutement en disant vous allez participer à ça ou participer à ça? Bien sûr, oui, on n'hésite pas à communiquer. On a la chance de pouvoir intervenir sur les monuments historiques. Donc, on en profite. C'est une belle vitrine. Audrey Gosselin voulait réagir à la question qu'avait posée Jérôme Laverny sur les enfants. Ah oui. Alors... oui. L'idée, c'est qu'effectivement, on passe quand même beaucoup de temps au travail. C'est important de faire ce qu'on aime. On est plutôt dans l'échange et comme tout le monde le disait, l'idée, c'est d'accompagner nos enfants. Donc on les suit, peu importe ce qu'ils veulent faire, peu importe la voie qu'ils choisissent. La chose fondamentale, c'est d'accepter que les voies vont être différentes au fil du temps, de tout un parcours professionnel. La chose qu'il faut jeter aux orties définitivement, mais c'est trop passionnant, on y reviendra sans doute dans une prochaine émission, c'est cette dichotomie entre métier manuel d'un côté, métier peut-être intellectuel. L'intelligence qui permet d'obtenir un diplôme, par exemple, pour être enseignant-chercheur à l'université, ou député d'ailleurs, tiens. Ne condamne pas à l'intelligence ad vitam aeternam. On peut guérir de cette intelligence. On le voit tous les jours. On peut le guérir. On l'a vu dans des déclarations la semaine dernière. Comment il va? Voilà, il faut vraiment avoir une méthodologie un peu différente. Savoir qu'on va avoir plusieurs voies peut-être, des passerelles qui vont permettre de passer d'un métier à un autre, que les entreprises sont tout enclines à faciliter ces passerelles-là, ne pas opposer au métier manuel à métier intellectuel. Les compagnons du devoir, les prévôts des compagnons du devoir l'incarnent dans leur activité. Ils sont prévôts, métier dit intellectuel, et ils ont été serruriers, métalliers et tailleurs de pierre. Il faut ouvrir le champ, laisser courir l'imagination, parce que ainsi va la vie, comme elle court, y compris dans le milieu professionnel. Amen, j'ai envie de dire. Ah oui. Voilà. Est-ce que une dernière peut-être avec vous, Yves Le Petit-Corps ou Virginie de Pierrepont, peut-être une action que vous avez envie de mener sur l'avenir du secteur automobile? Nous, ce qu'on aimerait, c'est une médiatisation de l'automobile, mais une médiatisation à travers les métiers. On rêve d'un top chef des carrossiers ou du meilleur carrossier de France. On en parlait avec Jérôme de l'impact que ça a pu avoir sur les entrées en CAP pâtisserie. Si nos métiers de couvreurs, de mécaniciens poids lourds étaient mis en avant de la même façon dans les médias par des émissions de télé-réalité, je pense qu'on aurait des résultats bien plus intéressants et on aurait moyen de les mettre en avant. Et un tout petit mot. Très rapidement, moi j'ouvre les portes de l'entreprise à des enseignants de collège, de lycée. Venez faire un stage chez nous, on vous accueille, on vous montre nos métiers, on vous montre comment on le fait, et puis vous en parlez aux jeunes et on viendra en parler avec vous. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Virginie de Pierrepont, Yves Le Petit-Corps, Audrey Gosselin et Pierre Badevant, et puis bien entendu nos Jérôme trois. Laverny. Et puis nos trois artistes qui étaient avec nous il y a quelques instants. Merci beaucoup Jérôme d'avoir monté cette émission. Merci Félix David, on se retrouve demain à 17h. Dans un instant, c'est Conseil de famille avec Stéphane Moller, et juste après à 20h, Yvan Cujous reçoit Cathy Guetta. Oh dis donc, c'est dingue. Et nous, et demain matin, Benjamin Glaise et Patrick Roger pour le grand matin. Passez une belle soirée sur Sud Radio.